Deuxième intervention de la matinée, qui va être réalisée par notre collègue de l'Université d'Amiens, Pierre Jacques-Vanier. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'intervenir ce matin devant la PHG Picardie. C'est ma première fois avec la PHG. Donc j'espère que le propos, les analyses, les éléments de réflexion sur les processus contemporains d'aménagement des îles françaises pourront vous éclairer ou vous apporter quelques pistes. En tout cas, je l'espère. J'avais prévu une très très longue, beaucoup plus longue que le temps de toute façon qui m'était imparti à l'intervention. Donc le PowerPoint est également très très long. Il était aussi très très long à dessin, puisque je savais ne pas pouvoir finir. Je savais aussi que la présentation PowerPoint, vous y aurez accès par la suite, et donc que vous pourrez comme ça avoir les informations que je n'aurais sans doute pas eu le temps de pouvoir développer. Dans une certaine mesure, ce qui va m'intéresser dans cette intervention illustre, dans un cas très précis, avec un type de politique publique très précis, que sont les politiques d'aménagement urbain, dans un territoire lui aussi avec des spécificités très fortes que sont les territoires urbains, ville française, pour aller vite et sans entrer dans des problèmes de définition, illustre en fait cette question ou cette approche par les trois grands paradigmes qu'a évoqué Michel Agneray. Il va effectivement s'agir ici d'une entrée par les territoires à une très grande échelle, l'échelle locale, dans lesquels bien évidemment les acteurs, en particulier les acteurs publics, et principalement aujourd'hui les acteurs publics locaux, ont bien évidemment toute leur part en tant que pilote ou principal responsable des processus d'aménagement. Processus d'aménagement qui, de plus en plus, sont informés par les logiques de développement durable. Processus d'aménagement, enfin, dont les enjeux et les objectifs, je vais tout de suite les évoquer, rendent compte également de processus de mise en concurrence de territoires, soit dans des logiques de mondialisation, soit en tout cas dans des logiques d'ouverture européenne. Processus contemporain d'aménagement des villes françaises, vous allez le voir, ça va m'imposer un petit retour en arrière pour expliciter et faire un peu le tri dans le contemporain, car le contemporain est extrêmement vaste, extrêmement divers. Pour entrer dans cette matière, ce qui va en fait servir en quelque sorte de fil directeur à l'ensemble de mon intervention, j'ai cherché à identifier quelques grandes séries d'enjeux ou d'objectifs des politiques d'aménagement urbain aujourd'hui. Première série, je dirais, d'enjeux ou d'objectifs, ce qui relève des logiques de rééquilibrage, de justice sociale et de justice spatiale. On est ici dans le cadre de logiques de politique d'aménagement qui s'inscrivent dans les logiques internes à une agglomération, à une ville. Autre série de logiques et d'enjeux qui la relèvent d'une autre échelle d'analyse, la logique de compétitivité, et donc en filigrane la logique d'attractivité des villes, des territoires urbains, dans le cadre d'un accroissement de la mise en concurrence des territoires, que ce soit à l'échelle française, à l'échelle européenne et bien évidemment également à l'échelle mondiale. Cette mise en concurrence des territoires passe essentiellement aujourd'hui par une mise en concurrence des villes les unes par rapport aux autres. Du reste, le politiste Patrick Le Gallès avait, à la fin des années 90, en 1997, me semble-t-il, écrit un ouvrage qui s'intitulait justement Le retour des villes européennes, pour signifier en quelque sorte un changement de paradigme en matière de développement économique, à savoir un retour effectivement dans une première position des villes dans des logiques de développement économique. Et derrière ce développement économique, on va voir des logiques d'aménagement de leur territoire. Processus contemporain d'aménagement des villes françaises, vous allez le voir, ça va m'imposer un petit retour en arrière pour expliciter et faire un peu le tri dans le contemporain, car le contemporain est extrêmement vaste, extrêmement divers. Pour entrer dans cette matière, ce qui va en fait servir en quelque sorte de fil directeur à l'ensemble de mon intervention, j'ai cherché à identifier quelques grandes séries d'enjeux ou d'objectifs des politiques d'aménagement urbain aujourd'hui. Première série, je dirais, d'enjeux ou d'objectifs, ce qui relève des logiques de rééquilibrage, de justice sociale et de justice spatiale. On est ici dans le cadre de logiques de politique d'aménagement qui s'inscrivent dans les logiques internes à une agglomération, à une ville. Autre série de logiques et d'enjeux qui la relèvent d'une autre échelle d'analyse,
la logique de compétitivité, et donc en filigrane la logique d'attractivité des villes, des territoires urbains, dans le cadre d'un accroissement de la mise en concurrence des territoires, que ce soit à l'échelle française, à l'échelle européenne et bien évidemment également à l'échelle mondiale. Cette mise en concurrence des territoires passe essentiellement aujourd'hui par une mise en concurrence des villes les unes par rapport aux autres. Du reste, le politiste Patrick Le Gallès avait, à la fin des années 90, en 1997, me semble-t-il, écrit un ouvrage qui s'intitulait justement Le retour des villes européennes, pour signifier en quelque sorte un changement de paradigme en matière de développement économique, à savoir un retour effectivement dans une première position des villes dans des logiques de développement économique. Et derrière ce développement économique, on va voir des logiques d'aménagement de leur territoire. On le voit déjà entre ces deux logiques, logique de rééquilibrage d'un côté et logique de compétitivité de l'autre, de possibles contradictions. Possibles contradictions entre une volonté de chercher à faire émerger ou à accroître l'attractivité et donc en filigrane le développement économique et social d'une ville, et de l'autre, des logiques, des processus qui risquent de tendre à l'accélération, à un approfondissement d'une fragmentation dans un espace urbain. Voilà. Ces deux logiques ont donc à la fois, je dirais, des relations de mise en tension, l'une avec l'autre, mais également des possibles articulations. On le verra, une partie des politiques contemporaines d'aménagement, en fait, vise explicitement l'une et l'autre logique, ce qui, bien évidemment, ne va pas sans risque ni sans tension. Dernier point, dans cette introduction, je serai conduit, je dirais, à évoquer la politique de la ville à la fin de mon intervention. Il faut chercher à distinguer ce qu'on appelle politique de la ville, ce qui est une politique, en tout cas en tant que telle, assez spécifiquement française, et ce que l'on appelle, d'une manière plus générale, des politiques d'aménagement urbain. Dans la politique de la ville, il y a des politiques d'aménagement urbain, il y a de l'aménagement urbain, qui a tenu historiquement au début, au moment de l'émergence de la politique de la ville, la première place dans les différentes actions engagées dans le cadre de la politique de la ville, mais ce n'était que la première place, et ce n'est aujourd'hui qu'une des actions engagées dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville. Et donc, une appellation, une formulation, une terminologie de politique de la ville qui peut paraître un petit peu ambiguë et qu'il faut absolument lever l'ambiguïté. Alors, j'ai organisé mon intervention en 5 grandes parties, que je ne vais pas développer d'une manière équivalente, c'est-à-dire mon temps de parole et laisser évidemment aussi la place à vos questions. Je vais partir en fait d'une sorte d'introduction, de décryptage autour de deux termes qui sont utilisés de manière assez semblable, que sont les termes d'urbanisme et d'aménagement. La première partie d'urbanisme et d'aménagement, le mot et la chose, ou les mots et les choses, dont on va voir qu'il s'agit de perspectives très diverses. Une seconde partie que je vais sans doute raccourcir, où je m'étais penché justement pour expliciter les processus contemporains sur les processus passés en matière d'aménagement urbain, et en l'occurrence en remontant au début de l'urbanisme en France au début du XXe siècle. Et enfin, les 3 dernières parties de mon intervention, plus précisément centrées sur les processus contemporains, le caractère contemporain et actuel des aménagements urbains et des politiques urbaines qui sont actuellement menées, en m'intéressant à la fois aux nouvelles pratiques d'aménagement, qu'on dénomme à la fois projets urbains et planification stratégique, et derrière ces termes avec un rôle très fort, très important des collectivités territoriales, et principalement en matière de vie des intercommunalités ou des villes, en particulier des municipalités, des villes-centres, des agglomérations. Et enfin, deux derniers thèmes centrés autour de la politique de la ville, destinés à chercher à faire un peu un tri ou quelques éléments d'analyse, de mise en perspective, d'évaluation de ces multiples dispositifs qui se sont succédés, qui se superposent encore, et enfin en concluant sur quelques éléments de réflexion sur la ville durable. On verra que cette question de la ville durable transparaîtra déjà dans la partie consacrée au projet urbain et à la planification stratégique. Premier temps donc, de cette intervention, un petit retour ou décryptage sur ces deux notions d'urbanisme et d'aménagement. Vous allez voir, mon intervention est une intervention qu'on pourrait qualifier de très aménagiste,
c'est-à-dire qu'elle est très fortement centrée sur les modalités de l'action, le rôle des acteurs et, je dirais, les conceptions, les visions, les objectifs que ces acteurs, État dans un premier temps et acteurs locaux aujourd'hui, ont pu avoir en matière d'aménagement urbain. Quelques éléments de définition pour partir, c'est du très classique, je m'y appesantis relativement peu, si ce n'est pour extraire un certain nombre d'éléments de réflexion. Aménagement, ensemble d'actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les activités, les constructions, les équipements et les moyens de communication sur l'étendue d'un territoire, une définition très vaste, évidemment adaptable à différentes échelles, y compris l'échelle urbaine qui nous intéresse, et la notion d'urbanisme, science, art et ou technique de l'organisation spatiale des établissements humains, terme relativement récent dans le vocabulaire, je dirais à l'échelle mondiale, et je dirais la première apparition de ce terme, apparition espagnole en l'occurrence, sur le terme d'urbanisation en 1867. Il faut attendre une quarantaine d'années plus tard pour que le terme d'urbanisme apparaisse véritablement dans la langue française et donc corresponde par la suite à un certain nombre de politiques qui ont été menées. Ce qui est intéressant derrière la définition de la notion d'urbanisme, c'est que la notion d'urbanisme, en fait, il faut l'envisager, il faut la décrypter en faisant appel en fait à trois champs distincts et qui entretiennent bien évidemment, qui s'influencent l'un l'autre. Derrière la notion d'urbanisme, il y a, je dirais, un champ culturel, le champ de l'histoire des idées, des conceptions urbaines, qui vont présider ensuite à des propositions des architectes et, bien évidemment aussi, à des décisions prises par les acteurs politiques. C'est ce que l'on appelle habituellement les théories d'urbanisme. Très rapidement, j'y reviendrai dans un instant. Le deuxième champ, qui est couvert par la notion d'urbanisme, c'est le champ de l'urbanisme réglementaire, du droit. Derrière le droit, il va y avoir un certain nombre d'outils juridiques, de prescriptions, de contraintes qui vont se porter en direction à la fois des acteurs de projets d'aménagement, de politiques d'aménagement, mais également vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs ou d'habitants de ménages. Il y a enfin un troisième champ à envisager derrière le terme d'urbanisme, c'est celui des opérations d'urbanisme, des projets d'aménagement, le champ des pratiques, de la manière avec laquelle les acteurs publics, qu'ils soient État, fut un temps, ou aujourd'hui de plus en plus en France, les municipalités ou les intercommunalités, communautés urbaines et communautés d'agglomération en particulier. Pour éclairer un petit peu ce propos, les théories de l'urbanisme, qui correspondent donc au premier champ, permettant de mieux comprendre à quoi on a affaire en matière de politique d'aménagement urbain ou en matière d'urbanisme, les deux termes sont vraiment utilisés d'une manière semblable, c'est de partir en fait des distinctions qui ont été opérées par François Choët depuis 45 ans, mais elles sont toujours valides, dans un ouvrage qui s'intitulait L'urbanisme, utopie et réalité, une anthologie. Dans cet ouvrage, François Choët distinguait ou différenciait trois grands modèles, c'est-à-dire trois grandes théories de l'urbanisme, qui lui permettaient effectivement, en 1965, de pouvoir, en quelque sorte, dresser un portrait des différentes conceptions de la ville et derrière ces conceptions de la ville, des différentes politiques d'aménagement qui ont été menées. Premier modèle qu'il proposait, l'urbanisme progressiste, on va y venir. Deuxième modèle, moins connu, l'urbanisme culturaliste. Et enfin, troisième modèle, pour que ma présentation soit complète, l'urbanisme naturaliste qui, en l'occurrence, n'a pas eu, je dirais, de conséquences sur les modalités françaises, voire européennes, en matière d'urbanisme. Tout de suite, ne pas confondre l'urbanisme naturaliste, tel qu'il a été mis en place au début du XXe siècle, avec aujourd'hui ce qui relève du développement durable urbain. Peut-être, en revanche, que ce qui concerne le développement durable et la vie durable pourrait être un quatrième modèle dans le cadre de ces théories d'urbanisme. Pour expliciter un petit peu ce dont il s'agit quand on parle de théorie de l'urbanisme, prenons le premier modèle proposé par François Choët, l'urbanisme progressiste. Alors, comme tous ces courants de pensée qui vont ensuite devenir également des acteurs, des architectes et des urbanistes qui vont proposer un certain nombre de projets à des acteurs publics, ils s'incarnent donc dans un certain nombre de personnages, d'architectes urbanistes, Dominique Garnier,
Georges Benoît Lévy, Walter Gropius ou Le Corbusier. L'urbanisme progressiste, c'est aussi ce que l'on appelle l'urbanisme moderne. L'urbanisme moderne qui dispose, ce n'est pas le cas de tous ces grands modèles, je dirais d'un corps de doctrine très formalisé à l'occasion des congrès internationaux d'architecture moderne, qui ont été pour le premier d'entre eux organisés en 1918, et pour le dernier, qui en quelque sorte marque la fin de ce modèle d'urbanisme à l'échelle internationale en 1959, et un modèle, au sens fort du terme, une école, qui en l'occurrence dispose d'une charte, donc d'une formalisation des préconisations qui sont proposées dans le cadre de ce courant, et en l'occurrence il s'agit de la charte d'Athènes de 1933. Alors, quelques images permettant d'illustrer la conception de la ville, sans rentrer plus dans les détails, qui est défendue, qui est prônée par l'urbanisme progressiste ou l'urbanisme moderne. Ici, quelques planches de l'ouvrage, du principal ouvrage de Tony Garnier, qui en quelque sorte est le précurseur, est moins connu que Le Corbusier, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, ouvrage théorique, la cité industrielle, avec différentes propositions de construction, de quartiers ou d'équipements, conformes bien évidemment à la ville industrielle. C'est cette ville-là qui cherche les urbanistes progressistes à organiser, donc, pour lesquels ils cherchent à proposer des solutions. Ce qui est frappant dans les propositions de Tony Garnier, dans cet ouvrage, La cité industrielle, et ce qui montre aussi bien qu'on n'est pas simplement dans le registre d'une histoire des idées ou des conceptions urbaines, c'est que ces idées vont se traduire ensuite par un certain nombre de constructions dans la ville de Lyon, Tony Garnier ayant été dans l'entre-deux-guerres l'architecte en chef mandaté par Édouard Herriot, et où on retrouve dans la ville de Lyon, dans la commune de Lyon, un certain nombre de constructions réalisées par Tony Garnier conformément à ces propositions de la cité industrielle. La halle dite aujourd'hui Tony Garnier, ancienne halle Bestio, correspond bien évidemment à des propositions qu'il avait faites pour un port industriel dans son ouvrage La cité industrielle. De la même manière, ces propositions d'aménagement d'un quartier urbain, une organisation très rationnelle, une ville très dense, qu'on voit identifier ici, le quartier des États-Unis, le choix du terme États-Unis renvoyant à une modernité, en tout cas, de ce qui était perçu à l'époque, rendant compte une nouvelle fois une application des propositions de l'ouvrage La cité industrielle dans l'espace urbain lyonnais, et enfin, l'hôpital Roche Blanche, qui là encore, vous voyez, renvoie directement à des propositions théoriques. Donc, ce qui veut bien dire qu'avec cet exemple, on a affaire à des théories d'urbanisme, des théoriciens, mais qui sont aussi des praticiens. Ces théories vont trouver un certain nombre de débouchés et d'opérations d'aménagement qui vont se dérouler parce que ces théories vont bien évidemment être reprises par des acteurs publics, ici la municipalité de Lyon, pour des propositions de construction et d'extension de nouveaux équipements ou de nouveaux quartiers. Une vue aérienne en l'occurrence du hôpital de Roche Blanche. En revanche, toutes les propositions de l'urbanisme moderne, comme des autres grands modèles, n'ont pas forcément trouvé, je dirais, un début ou un semblant, c'est peut-être mieux, en tout cas si on juge selon un certain nombre de conceptions actuelles. Ici, la proposition donc, effectuée par Le Corbusier du plan voisin, un plan voisin destiné à réorganiser l'agglomération parisienne et plus précisément de transformer le centre de Paris afin de lui permettre d'être capable de supporter les conditions modernes, industrielles de la ville du XXe siècle. Un plan, une comparaison entre le tissu urbain du centre parisien ancien à droite et à gauche, et propositions du plan voisin de Le Corbusier. Une autre représentation, une maquette permettant effectivement de bien distinguer cette proposition d'un urbanisme nouveau, mais nouveau adapté justement à cette conception, à cette vision de l'avenir, qui se veut une réponse aux difficultés et aux dysfonctionnements contemporains de la proposition de Le Corbusier comme de celle qu'avait faite Tony Garnier également. Autre courant, autre modèle, l'urbanisme culturaliste. Globalement, peu connu en France. En tout cas, directement peu connu en France. Plutôt un courant
davantage présent en Allemagne et en Autriche, un courant qui se met en place dans les années 1880-1890, un courant qui, de la même manière, s'incarne par un certain nombre de personnages qui vont faire un certain nombre de propositions également qui vont déboucher sur un certain nombre d'opérations d'aménagement. En l'occurrence, le chef de file, en quelque sorte, il devait y en avoir un de l'urbanisme culturaliste et l'urbaniste autrichien Camillo Sitte, qui, en l'occurrence, a écrit l'ouvrage en quelque sorte fondateur. Il n'y a pas, comme dans l'urbanisme moderne, une charte qui formalise des propositions, mais l'ouvrage de Camillo Sitte, L'art de bâtir les villes, Der Städtebau, peut sans doute apparaître comme l'ouvrage de référence. D'autres figures représentent ce mouvement, peut-être un petit peu plus connus, notamment vis-à-vis de leurs propositions, des effets et des opérations d'aménagement dont ils sont directement à l'origine. Ebenezer Howard, un créateur donc, des cités-jardins au Royaume-Uni, cités-jardins dont on verra qu'en France, un petit peu, elles se sont diffusées durant l'entre-deux-guerres. Et enfin, Raymond Vine, qui s'inscrit dans la perspective de Howard, puisqu'il a été le premier à construire effectivement une cité-jardin en Angleterre, et en l'occurrence la cité-jardin de Letchworth. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cet urbanisme culturaliste, comme l'urbanisme moderne, comme l'urbanisme naturaliste, il cherche à apporter des réponses à un même problème, les problèmes de la ville industrielle, de la congestion, de la pollution, d'un accroissement très fort de la population urbaine. Mais les propositions qu'ils font ne sont pas de même nature. Les propositions de l'urbanisme moderne cherchent à ancrer de nouveaux aménagements et une ville nouvelle qui, je dirais, croit dans un progrès technique, qui cherche à transformer la ville pour qu'elle soit conforme à ce progrès technique. L'urbanisme culturaliste, lui, a une posture, qu'on pourrait dire inverse, une posture davantage nostalgique. Lui, il considère que les solutions à apporter à la ville industrielle, à ses dysfonctionnements, ce sont des propositions qui doivent chercher des solutions, qui doivent s'inspirer des leçons du passé. Et en l'occurrence, de chercher ça va passer par des études, par des analyses d'un certain nombre de cités antiques, de cités de la Renaissance. Et l'urbanisme culturaliste va, je dirais, laisser une très grande place à toutes les études de morphologie urbaine, à toutes les études qui vont s'intéresser au fonctionnement de la ville et notamment au fonctionnement des espaces publics. Et vous allez voir, par rapport à un certain nombre de changements ou de ruptures dans les modalités d'aménagement des villes françaises, comme des villes européennes, quelque part, l'urbanisme culturaliste prendra, dans une certaine mesure, sa revanche sur l'urbanisme moderne à partir des années 1900-1960. En l'occurrence, les travaux, les analyses menées par l'urbanisme culturaliste sont à l'extrême grande échelle, s'intéressent à la disposition des bâtiments et en particulier à la disposition des bâtiments vis-à-vis de l'ensemble de ce qui constitue déjà pour eux un réseau d'espaces publics, en s'intéressant aux pratiques de ces espaces, les places, les rues, et en cherchant justement à avoir une vision très organique, très historiciste en l'occurrance de la ville. Pour mémoire, car ça ne concerne pas directement les villes françaises, l'urbanisme naturaliste qui s'incarne dans un personnage clé, Frank Lloyd Wright, qui correspond en matière d'aménagement et d'urbanisme aux idées du courant anti-urbain américain, en particulier qui renvoie à un certain nombre de philosophes comme Jefferson, comme Emerson ou comme Thoreau, et qui, en l'occurrence, fait une proposition un petit peu de même nature que la cité industrielle de Tony Garnier, une proposition utopique, en l'occurrence, non réalisée, Bretagne City. Proposition non réalisée, si ce n'est peut-être par les influences que les propositions d'urbanisme naturaliste ont pu avoir sur la construction et l'aménagement d'un certain nombre d'espaces périphériques, d'espaces suburbains. La suburbia américaine, dans une certaine mesure, vous voyez, il est vrai, correspond à ce courant et à cet urbanisme naturaliste. Deuxième champ en matière d'urbanisme, après ces théories, cette approche culturelle, fondée sur les conceptions qui permettent ensuite de pouvoir faire des propositions diverses, de proposer des solutions diverses en matière d'aménagement et d'urbanisme, le champ réglementaire, le champ du droit de l'urbanisme. En France, la première grande loi, qui est considérée comme mettant en place, commençant à mettre en place
l'urbanisme réglementaire, c'est la loi Cornudet, loi du 14 mars 1919, donc la date, je viens de m'en apercevoir, loi qui porte sur les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes. On voit que, comme la définition de l'urbanisme, science, art et technique, on est toujours dans cette position un petit peu floue, à la fois aménagement technique, mais également avec une approche artistique, embellissement ici, qui est maintenue. Si la loi Cornudet est la première loi en matière d'urbanisme réglementaire, la véritable grande loi, qui, y compris aujourd'hui, malgré d'autres dispositions législatives qui informent l'urbanisme dans sa version réglementaire en France, c'est la LOF, l'urbanisme technique aime les cycles, comme la politique de la ville les aime également beaucoup. La loi LOF, loi d'orientation foncière de 1967, qui va instaurer, donc c'est la première fois que c'est le cas en France, 2 niveaux de planification urbaine. Un niveau à l'échelle de l'agglomération, un niveau intercommunal pour aller vite, en instaurant la nécessité pour les grandes agglomérations françaises de mettre en place des schémas directeurs, et bien évidemment la région parisienne qui en était déjà dotée. La région parisienne, dès les années 30, l'État, en l'occurrence pour la région parisienne, réfléchit à une échelle intercommunale, à l'échelle de l'agglomération. Deuxième niveau, un niveau local, un niveau communal en l'occurrence, avec la mise en place des plans d'occupation des sols. Ces schémas directeurs et ces plans d'occupation des sols, par exemple, correspondent à une approche très technocratique, en tout cas elle sera considérée comme telle à la fin des années 1970, de l'urbanisme réglementaire. Un urbanisme fondé sur des plans, fondé sur des prévisions démographiques, économiques, prévisions souvent qui vont s'avérer fausses. Et cette critique d'un urbanisme technocratique, quantitatif, un urbanisme d'ingénieur, pour le dire autrement, ces critiques vont venir des architectes, et ces critiques vont être à l'origine justement de la mise en place de nouvelles pratiques d'aménagement, de ce que j'appelais, ce qui va m'intéresser dans une troisième partie, les projets urbains et la planification stratégique. Ces 2 niveaux de planification urbaine sont repris et transformés, et cette transformation a également un sens, par la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000. Loi SRU qui instaure à la fois, en remplacement des schémas directeurs, des schémas de cohérence territoriale, et qui remplace les plans d'occupation des sols par les plans locaux d'urbanisme et PLU. Vous me direz, il ne s'agit simplement que d'un changement de nom. Non, pour une fois, il ne s'agit pas que d'un simple changement de nom, mais il s'agit d'une véritable transformation dans la manière d'envisager des politiques d'aménagement urbain. En particulier parce que ces 2 documents, qu'on soit à l'échelle intercommunale avec les SCOT ou à l'échelle communale, parfois intercommunale avec les PLU, vont instaurer dans ces documents de l'urbanisme réglementaire un document qui n'existait pas avec le schéma directeur, avec les postes, qui est le projet d'aménagement et développement durable. Donc, on reviendra sur cet aspect-là, mais ça veut bien dire que dans un SCOT ou dans un PLU, on n'est plus simplement dans le cadre d'un urbanisme exclusivement technocratique ou quantitatif, comme il a pu l'être critiqué, et qu'on est également dans un urbanisme qui se veut un urbanisme de projet, et notamment de projet politique. Le statut du projet d'aménagement et de développement durable d'un PLU ou d'un SCOT, c'est bien évidemment de susciter un débat entre les collectivités territoriales, les communes éventuellement à l'échelle du SCOT, mais également entre les différents acteurs, y compris éventuellement les habitants ou les associations représentant un certain nombre de forces locales. En matière d'aménagement urbain, enfin, c'est le troisième champ que j'évoquais tout à l'heure, il y a des pratiques et il y a un certain nombre d'outils qui renvoient à de l'urbanisme opérationnel. Urbanisme opérationnel, des dispositifs, des outils, plus ou moins anciens, certains n'existent plus, ont plus court. Les zones urbanisées en priorité ont été remplacées par la LOF de 1967, justement par la mise en place des ZAC, zones d'aménagement concertées. Derrière l'urbanisme opérationnel, il y a bien évidemment des acteurs qui ne sont pas simplement des collectivités territoriales, qui ne sont pas non plus simplement, encore ce n'est pas simple, je le sais bien, des intercommunalités,
mais également des acteurs professionnels en quelque sorte, des organismes aménageurs, dépendance plus ou moins directe, en tout cas en France, des collectivités territoriales, voire de l'État. Les sociétés d'économie mixte renvoient directement à ces organismes aménageurs dans la sphère municipale, les établissements publics d'aménagement, autre type d'organismes aménageurs, qui là, eux, renvoient directement à une intervention et encore un rôle premier de l'État. Mais dans les acteurs, ou dans ceux qui sont susceptibles d'être acteurs, il y a également des investisseurs privés en particulier. Ça renvoie directement à la logique de compétitivité ou d'attractivité entre les villes. Et il y a les habitants qui peuvent être acteurs, parfois, qui sont parfois aussi simplement des agents, qui n'ont qu'un mot relativement réduit à dire. On va y revenir. Derrière ces politiques d'aménagement, cet urbanisme opérationnel, il y a certaines modalités de l'action en matière de politique urbaine. C'est le projet urbain, aujourd'hui. Et je dirais, quelle que soit l'échelle de ce projet urbain, un projet urbain à l'échelle d'un quartier, comme à l'échelle d'une commune, comme éventuellement aussi à l'échelle d'une ville dans son ensemble. Et il y a aussi ce que l'on appelle parfois, les deux termes sont parfois utilisés de manière identique, la planification stratégique. Autant le projet urbain, le terme est utilisé, quelle que soit l'échelle du quartier à la ville, l'agglomération dans son ensemble, autant le terme de planification stratégique, lui, est un terme réservé à l'échelle agglomération, pour donc un projet urbain d'agglomération. Ce qu'il y a d'intéressant derrière ce terme de planification stratégique, c'est évidemment qualificatif, qui renvoie directement au fait qu'aujourd'hui, en matière d'aménagement urbain, en matière de politique d'aménagement urbain, on est aussi dans le cadre d'une transformation de l'action publique locale, et celle des municipalités, qui s'inspire d'un certain nombre d'actions et de types de fonctionnement qui renvoient directement aux entreprises privées. Le plan stratégique d'une ville, c'est un plan stratégique d'une entreprise, ou en tout cas c'est la ville-entreprise en quelque sorte, qui s'exprime par ce biais-là. Deuxième partie, là je vais être beaucoup plus court, sinon je ne vais pas réussir à être sur le contemporain, mais juste pour mettre en place quelques éléments. Ce retour historique vers différentes politiques d'aménagement renvoie aussi, dans mon esprit, à mon idée de chercher à souligner ou à différencier ce qui renvoie à un certain nombre de conceptions de la ville, derrière ces conceptions de la ville, à un certain nombre d'opérations d'aménagement, et éventuellement ensuite de leurs effets, de leur succès ou de leur échec selon les cas. Alors, Haussmann et l'osmanisation, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, vous pourrez le voir sur le PowerPoint par la suite. Haussmann et l'osmanisation, c'est un urbanisme régulateur. Conception hygiénique de la ville, l'entrée des ingénieurs en matière d'aménagement urbain, et globalement, c'est une réflexion sur la centralité. L'osmanisation, bien évidemment d'abord parisienne, avant de concerner quelques grandes villes de province, a fait que la ville est en son centre. Haussmann ne s'intéresse pas à l'agglomération, ce qui est étonnant, puisque l'agglomération, la ville industrielle, s'étale, je crois, de manière assez importante. L'œuvre haussmannienne s'est diffusée dans les grandes villes de province. Élément intéressant à noter, puisque c'est un type de diffusion spatiale, d'une innovation en quelque sorte en matière de politique d'aménagement urbain qu'on peut repérer également dans les pratiques contemporaines d'aménagement. Grosso modo, alors si on raisonne aujourd'hui les villes mondiales, ou en tout cas les plus grandes villes d'un État, Paris en particulier en France, sont souvent en fait à l'origine, je dirais, du développement d'un certain nombre d'innovations en matière de politique d'aménagement urbain, avant que ces innovations ne diffusent en quelque sorte en suivant, plus ou moins bien, la hiérarchie urbaine. Et c'était déjà le cas au moment d'Haussmann. D'une manière ou d'une autre, vous voyez, je l'ai cité en bas de cette diapositive, pour tout ce qui concerne, je dirais, les processus d'aménagement couvrant la période du fin du XIXe siècle jusqu'au milieu des années 1970, les deux derniers tomes de l'histoire de la France urbaine sont bien évidemment des sources irremplaçables, me semble-t-il. Entre deux guerres, il ne se passe pas grand-chose en matière d'aménagement urbain, parce que les pouvoirs publics se retirent de ces questions. Se retirant de ces questions, la ville s'étale.
Elle s'étale très fortement, en particulier en région parisienne, y compris dans les grandes villes de province, c'est beaucoup plus ponctuel, donc c'est plus difficile éventuellement à distinguer ou à identifier, en particulier à partir de photographies aériennes ou bien évidemment de cartes topographiques actuelles ou anciennes. On note néanmoins que ce retrait des pouvoirs publics en matière d'aménagement urbain est néanmoins marqué par un intérêt qui s'affirme, il n'est pas nouveau, mais il s'affirme en matière de logement social. Et quelque part, la loi Cornudet de 1919, première loi en matière d'urbanisme réglementaire, est directement, je dirais, en extension, dans une certaine mesure, de l'intérêt des pouvoirs publics par le logement social. Les pouvoirs publics se sont intéressés à l'urbanisme réglementaire, par l'entrée du logement social. Ce qui, du reste, permet d'éclairer également un petit peu la manière avec laquelle la politique de la ville en France s'est mise en place à partir de la fin des années 1970. Donc, les banlieues s'étalent, notamment la banlieue parisienne, tous 1000 hectares qui se lotissent avant la Première Guerre mondiale, peu d'intervention publique, si ce n'est donc avec les habitations à bon marché. Quelques représentations de cette extension pavillonnaire entre une carte justement des années 20 à Vigneux-sur-Seine en banlieue parisienne et la même carte en 1984, où l'on voit effectivement, c'est très représentatif de ce tissu urbain des pavillons de l'entre-deux-guerres, ce mélange en quelque sorte de la représentation cartographique entre le pointillé, le noir des lotissements et le vert, qui distingue très fortement ces lotissements de l'entre-deux-guerres des lotissements contemporains où au contraire on n'a pas cette représentation cartographique et visuellement dans l'espace on n'a pas ce type-là non plus d'organisation. Quelques photographies aériennes de ces lotissements pavillonnaires, ce qui correspond ce qui ne se voit pas du tout à l'écran, mais bon, ce qui correspond à cette masse verte et pavillonnaire qu'on retrouve ici. Bien évidemment, c'est l'espace de la banlieue qui veut ça. On retrouve également d'autres opérations, ici un grand ensemble qui apparaît. Autre exemple, là encore, le changement de couleur entre l'écran de l'ordinateur et les deux projecteurs rend plus compliqué l'analyse, mais vous pourrez le voir sur le PowerPoint. Construction d'habitations à bon marché, à la limite de la commune de Paris, limite périphérique ici, bien évidemment, sur une partie des terrains repris par la destruction de l'enceinte de Thiers. HBM, dont on voit ici un exemple, et ce qui veut dire aussi que ces HBM, et le logement social en général, à cette époque, comme dans les années 1950-1960, comme aujourd'hui, s'inspirent des théories architecturales dominantes au moment de leur construction. Et qu'en particulier ici, on voit un urbanisme, une architecture moderne qui est proposée, avec l'utilisation d'un certain nombre de matériaux peu onéreux mais pratiques pour la construction de ces HLM. On a là un exemple d'un immeuble d'habitat collectif de l'entre-deux-guerres, du 4 étages, ce qui ne veut pas dire pour autant que cette habitation à bon marché, ces immeubles collectifs, n'ait pas quasiment immédiatement subi un phénomène de densification. On voit ici un dernier étage qui a été rajouté, contrairement aux propositions initiales, à l'effet en l'occurrence de coûts pour la collectivité publique. Le seul élément frappant en matière d'aménagement et d'urbanisme dans l'entre-deux-guerres, ce sont les cités-jardins. Cités-jardins en France, directement inspirées des propositions de Ebenezer Howard, qu'on avait mentionné tout à l'heure à propos de l'urbanisme culturaliste, et en l'occurrence, influence d'Ebenezer Howard via Henri Sellier, un maire de Suresnes en particulier, et ces cités-jardins ont été un symbole de l'habitat social, en quelque sorte de la seule intervention hors HBM en matière d'habitat social et d'urbanisme, d'opération d'urbanisme entre les deux guerres. C'est un symbole, c'est très limité, très ponctuel, 15 cités-jardins au total ont été construits en France dans l'entre-deux-guerres, 25 000 logements. Les plus connus, c'est Plessis-Robinson, banlieue parisienne, 104 hectares, 5500 logements, 5500 logements quand même. La Courneuve, Grand Ensemble construit dans les années 1950-1960, c'est les 4000 de la Courneuve. On est déjà là dans des opérations en termes de nombre de logements construits qui sont importantes. Châtenay-Malabry, 56 hectares, 1500 logements. Suresnes, évidemment, 42 hectares, et enfin, sans doute la plus connue, pour d'autres raisons, la cité de la Muette à Drancy. Je lis ici un plan
de l'époque et une carte postale également de l'époque de la cité jardin Turenne. Une cité jardin, c'est pas simplement un lotissement pavillonnaire, bien évidemment, c'est l'ensemble de nouveaux équipements municipaux qui sont proposés en plus d'un certain nombre de logements sociaux qui sont proposés. On le voit ici notamment dans la légende, qui est partie cachée par la carte postale, mais représentée en plus, bien évidemment, des habitations, des petites maisons, des petits immeubles d'habitation, des centres sociaux, des groupes scolaires, des écoles maternelles, un centre d'hygiène infantile, bref, un ensemble urbain, un quartier, à la fois conçu pour y résider, mais également pour y vivre, pour y habiter, dans une certaine mesure, avec les équipements publics de proximité qui sont conçus. On le voit ici, sur cette carte postale de la cité de la Muette à Drancy, on est, on va dire, en matière de cité-jardin, là encore, dans une évolution des types architecturaux. D'une cité-jardin à Suresnes qui s'inspire effectivement de l'urbanisme culturaliste et des propositions des Dennis Howard, ici à Drancy, où au contraire c'est l'urbanisme moderne, et je dirais avec des propositions architecturales et urbanistiques qui vont être reprises par la suite au moment de la construction des grands ensembles. Alors, après 1950, deux grandes dynamiques en matière d'aménagement urbain. D'une part, une dynamique qui va concerner les opérations d'aménagement des espaces déjà urbanisés, notamment des espaces centraux et péricentraux, ce qui correspond aux trois procédures, aux trois processus que sont la rénovation urbaine, la restauration urbaine ou la réhabilitation urbaine. Comme vous voyez, j'ai conçu avec l'aide d'une collègue, Léa Rosenef, ce tableau, qui permet en fait de distinguer à la fois les visions, en l'occurrence renvoyant directement aux théories de l'urbanisme, mais également les différentes modalités de l'action, je dirais les formes qu'ont pu prendre cette action et les effets de ces actions. Rénovation urbaine, la rénovation bulldozer, renvoie directement à une conception urbaine du fonctionnalisme, et donc de l'urbanisme progressiste, de l'urbanisme moderne. Cela va passer par la destruction d'îlots, résidentiels ou non, considérés comme insalubres, remplacer, c'est la table rase, chère au mouvement moderne, pour construire de nouveaux centres directionnels. Ces opérations d'intégration urbaine se concentrent dans des espaces centraux ou péricentraux. La forme urbaine qui va être choisie va séparer les fonctions, va séparer les circulations automobiles et piétonnières, c'est l'urbanisme de Dalle par exemple, et ces nouveaux quartiers rénovés vont accueillir un certain nombre d'activités centrales, de fonctions tertiaires, soit d'administration publique, soit d'administration privée. L'État, les grandes entreprises publiques, les grandes entreprises privées vont être les principaux investisseurs de ces opérations. Les effets sociaux, spatiaux sur ces espaces centraux de ces opérations d'innovation urbaine vont dans le sens d'un affinage, en l'occurrence des fonctions centrales, affinage des services, mais également dans le sens d'une revalorisation des espaces centraux, accompagnée également d'une transformation sociale par un phénomène de gentrification et de nouveaux usages. Du reste, ces effets socio-spatiaux, affinage des fonctions centrales comme revalorisation des espaces centraux, vont être également les effets d'autres types de processus d'aménagement. Donc ce n'est pas les effets, bien évidemment, ne sont pas forcément différents selon qu'il s'agisse de tel ou tel processus d'aménagement. Autre processus d'aménagement des années 1950, la restauration urbaine, qui renvoie directement à la conception urbaine du culturalisme, une volonté de retour à l'identique du bâti ancien dans le périmètre de quartier sauvegardé, cela renvoie directement à la loi Malraux de 1962 sur les secteurs sauvegardés, qui initie en quelque sorte ce mouvement de restauration, qui va ensuite prendre de l'ampleur et se développer en particulier à partir des années 1980 sous d'autres formes, le mouvement de décentralisation. Et quelque part, la loi Malraux de 1962 en France, sur les secteurs sauvegardés, elle s'inscrit dans un mouvement plus général, une volonté justement de revenir sur les propositions du mouvement moderne, et qui, en l'occurrence, correspond aussi à ce qui a été formalisé, en quelque sorte aussi en réponse à la Charte d'Athènes de 1933, et qui correspond à la Charte de Venise, qui est signée par un certain nombre d'architectes en 1964. Vous voyez, loi Malraux en 62 sur le secteur sauvegardé, Charte de Venise en 1964, on est dans un mouvement de pensée au début des années 60, une remise en cause, on va dire, du caractère dominant des propositions du mouvement moderne, y compris en matière ici de rénovation urbaine.
L'autre processus d'aménagement, la réhabilitation urbaine, ici qui ne correspond pas véritablement à un mouvement, à une grande théorie de l'urbanisme, qui là correspond à une volonté de chercher à transformer un certain nombre de bâtiments existants afin de les mettre aux normes pour accueillir de nouvelles fonctions résidentielles ou de nouvelles fonctions économiques. Ici, ce sont l'ensemble des espaces urbains, ne sont pas forcément ces processus de réhabilitation concertés, ni concernés uniquement par les espaces centraux. Autant les processus de rénovation urbaine dans les centres urbains ont pris fin, autant les processus de restauration urbaine ou de réhabilitation urbaine sont toujours en cours aujourd'hui dans les villes françaises. En revanche, les opérations de rénovation urbaine aujourd'hui concernent un certain nombre de quartiers concernés par la politique de la ville. On va le voir. Quelques exemples rapides pour illustrer ces nouveaux centres directionnels issus d'opérations de rénovation urbaine. Il y a à Bordeaux, on est à la périphérie, dans une localisation péricentrale par rapport au centre urbain, au centre-ville traditionnel de Bordeaux. Voilà une vue de profil qui est ici offerte. Autre exemple, et même solutions architecturales et urbanistiques qui sont proposées, mêmes équipements en termes de centres directionnels ou d'équipements à l'échelle, prestigieux à l'échelle de l'agglomération, avec ici la Part-Dieu, à la fois centre commercial, à la fois cité administrative régionale et d'agglomération, et aussi accueille un certain nombre d'équipements, comme par exemple l'auditorium. Proposition, en l'occurrence, en termes architectural et urbanistiques, du mouvement moderne. On sépare les circulations, on construit des immeubles de grande hauteur, par exemple. C'est une opération de rénovation urbaine, puisque elle se situe ici. Elle a fait table rase de l'ancienne caserne du fort de la Part-Dieu, qui a été détruite pour accueillir, entre autres, ce nouveau centre, ce deuxième centre, en l'occurrence, de l'agglomération lyonnaise, qui est la Part-Dieu. Donc voilà, effectivement, il y a quelques symboles qui renvoient bien aussi à la volonté à la fois de modernisme qui incarne ce projet, mais également qui rend compte d'un certain nombre de fonctions tertiaires très rares qui sont destinées à être accueillies, notamment dans le crayon du Crédit Lyonnais, qui va aussi contribuer ensuite à donner une image de marque à l'ensemble de la ville. Autre aspect, je vais juste m'y arrêter un petit peu et après passer directement aux enjeux pratiques d'aménagement contemporain, ne serait-ce que parce que la politique de la ville, bien évidemment, va concerner ces grands ensembles. Politique des grands ensembles, concrètement, qui concerne les décennies 1950 à 1970. Un grand ensemble, on peut donner qu'une définition très floue. Groupe d'immeubles de grande taille sous la forme de tours ou de bars accueillant plusieurs centaines de logements. On peut donner une définition très floue parce que le grand ensemble n'a jamais été une catégorie officielle. Ce n'est pas un outil de l'urbanisme opérationnel. C'est une terminologie qui a été donnée a posteriori pour désigner ces vastes ensembles résidentiels qui ont été construits. En revanche, là, il s'agit d'un outil d'urbanisme opérationnel, la ZUP, qui est un outil imaginé en 1958, ZUP pour zone et urbanisée en priorité. Zone et urbanisée en priorité, vous le voyez, en accord, plus qu'en partenariat avec les municipalités, mais sous la direction très ferme, sur le plan financier et technique de l'État. On est bien évidemment dans un certain nombre d'opérations d'aménagement et d'urbanisme dans l'après-Seconde Guerre mondiale, où l'État, je dirais, à la main, et consent simplement à discuter, mais de manière très marginale, avec les communes qui vont accueillir ces grands ensembles ou ces types. L'objectif de l'outil de la ZUP, c'est un objectif urbanistique, freiner la spéculation immobilière. Et pour freiner la spéculation immobilière, le minimum des opérations à mener avec cet outil était de concevoir des opérations de 500 logements, ce qui va effectivement ensuite aussi déboucher sur des opérations beaucoup plus importantes. Je vous citais tout à l'heure par exemple des Catherine de la Courneuve, c'était un exemple parmi d'autres. Conception des grands ensembles, et j'essaie de garder toujours la même logique permettant de distinguer à la fois ce qui relève des idées, des conceptions, des propositions avant, ensuite de se pencher sur les projets en tant que tels et leurs effets.
Conception de ces grands ensembles, concentrer le peuplement en limitant le gaspillage d'espaces agricoles et forestiers. Ça peut presque, je dis bien presque, être repris par rapport à un certain nombre de problématiques de développement durable. Répondre à un besoin pressant de logement par une offre standardisée, la machine à habiter de Le Corbusier. Une machine à habiter de Le Corbusier et la volonté de proposer des logements par une offre standardisée. Il faut bien voir que ces grands ensembles et leur conception, si elles incarnent un certain nombre de principes de l'urbanisme moderne, au final, les grands ensembles qui vont être construits, ou les îles qui vont être construits conformément à cette conception, quand même, ont largement dévoyé l'ensemble des propositions du mouvement moderne. On ne peut pas simplement dire que les grands ensembles ou les îles, c'est une application du mouvement moderne, des principes du mouvement moderne. Oui, d'un certain nombre de principes, mais le problème, c'est de ne pas prendre l'ensemble des principes qui forment un modèle et un tout cohérent. Et donc, séparer les fonctions, être une application des principes du mouvement moderne, les 4 fonctions à distinguer dans la charte d'Athènes, l'habitat, le travail, la récréation et la circulation, dans un souci hygiéniste. Séparer les circulations également, et donc adapter l'espace urbain à l'automobile. Adapter l'espace urbain à l'automobile, ce qui renvoie à la suppression de la rue et des espaces publics. Toujours cette idée de faire des propositions et de construire une nouvelle ville ou de nouveaux quartiers adaptés aux conditions modernes de la vie urbaine. Et enfin, assurer la mixité sociale en vue de créer un citadin nouveau. C'est une idée, je dirais, chère aux urbanistes de tout temps, y compris chère un petit peu à la politique de la ville dans une certaine mesure, de considérer que l'entrée par le territoire, par l'aménagement du territoire, par l'aménagement spatial, doit permettre, je dirais, de régler un certain nombre de problèmes ou de dysfonctionnements d'ordre socio-économique. Contexte acteur, la conception et la construction de ces grands ensembles, la prise en charge par l'État, on n'a pas seulement mondial l'État-providence, la question du logement social dans une France urbaine qui s'accroît très fortement, un courant planificateur et modernisateur très fort, très dominant dans les sphères de l'État en particulier, qui vise à aménager le territoire, et aussi des conditions technico-économiques qui permettent des entreprises de BTP qui sont aptes à assurer une production industrielle de logements par un certain nombre de dispositifs ou de techniques, la préfabrication en usine, le chemin de rue en particulier. Quelques exemples. Donc Sarcelles, Vaux-en-Velin, où on remarque l'extension de la ZUP, et en fait différents quartiers de la ZUP construits au fur et à mesure. Réception des grands ensembles. Dans un premier temps, ces grands ensembles, qui sont en place dans le contexte de l'époque, sont un symbole de progrès et de modernité. L'accueil est très favorable de la part des populations pour ces logements qui sont associés à un certain nombre d'éléments de confort qui n'existaient pas auparavant. Le caractère très plus grand du logement, lumineux, les équipements qui sont accordés, la clientèle dominante de ces grands ensembles, au moment de leur construction, ou immédiatement lors de leur première occupation, des salariés issus des classes moyennes, cadres, employés, ouvriers qualifiés, jeunes ménages. En même temps, la standardisation, et là, dès l'origine, nous sommes toujours à ce moment-là, la standardisation des logements exclut un certain nombre de catégories sociales ou de types de ménages. Les petits ménages célibataires ou les familles nombreuses, compte tenu du caractère standardisé des logements, sont exclus de fait. De plus, la politique implicite d'attribution des logements limite aussi les catégories sociales défavorisées à l'époque. Enfin, et ça arrive très très vite, dès les années 1960, la monotonie et l'isolement viennent très vite nuancer le bilan enthousiaste, le confort, le caractère lumineux des logements. Et ce qui va en particulier s'incarner dans l'appellation de la sarcellite, en référence à cette maladie, en l'occurrence la maladie supposée, directement issue des grands ensembles. Documentaires d'époque qui permettent effectivement à la fois de montrer le caractère très enthousiaste, à la fois des acteurs locaux ou de l'État qui ont construit ces opérations, mais également, je dirais,
l'agrément procuré par ces logements du point de vue des populations. Et donc ça me semble effectivement être un moyen de pouvoir faire passer assez efficacement cette idée que les grands ensembles ne sont pas nécessairement, n'étaient pas destinés nécessairement à devenir ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Concrètement, il y a aussi deux générations de grands ensembles. Une première génération implantée près des centres urbains, mais implantée dans les angles morts du système de transport. Une première génération qui, dans les années 1960, voit une petite modification des affectés, en l'occurrence les tours de place à côté des gares. Et une deuxième génération des grands ensembles, beaucoup plus périphérique, plus défavorisée par sa localisation, des équipements collectifs et des réseaux de transport qui sont remis à plus tard, et une deuxième génération également où les équipements d'accompagnement, les équipements publics sont absents, remis à plus tard. Et donc on a dans ces grands ensembles, ça renvoie aussi à des questionnements ou à des réflexions par rapport à des questions de durabilité urbaine. Les grands ensembles, ils sont souvent perçus comme des quartiers très denses. En fait, non, les grands ensembles à l'échelle de l'ensemble du quartier sont peu denses. Enfin, à une échelle plus grande, on a affaire à des quartiers où il y a à la fois une forte densité résidentielle, compte tenu de l'utilisation d'une architecture de grande hauteur, que ce soit les bars ou les tours, du verticalisme, mais également dans les espaces libres, espaces souvent vagues, j'ai mis espaces verts et guillemets à l'air, compte tenu de ce caractère peu souvent aménagé des espaces ouverts entourant ces immeubles, des espaces de très faible densité. Et en fait, au final, la densité d'un grand ensemble, densité résidentielle, est plus faible que la densité d'un quartier ancien. Ces grands ensembles connaissent un coup d'arrêt en 1973. L'État transforme sa politique en matière de logement, notamment en matière d'aide à la construction de logements. Et désormais, ce ne sont plus les grands ensembles qui vont permettre, du point de vue de l'État, de pouvoir régler les problèmes de logement, mais d'autres types de dispositifs, et notamment avec la promotion de la construction de logements individuels. Je passe sur les villes nouvelles, leur conception, leur réalisation, pour pouvoir passer à la troisième partie de mon intervention. Et donc vous verrez globalement pour les villes nouvelles, on peut faire une même analyse entre la conception et la réalisation que celle que j'ai pu faire pour les grands ensembles. Et donc j'en passe à ce troisième point sur aménager la ville d'aujourd'hui, projet urbain et planification stratégique. Alors, la démarche du projet urbain, elle s'inscrit comme une rupture par rapport à cet urbanisme technocratique et quantitatif, cet urbanisme de statisticiens et d'ingénieurs qui était celui qu'incarnait le courant modernisateur et planificateur, qui incarnait également l'urbanisme moderne. D'où effectivement un petit retour en arrière, notamment sur les grands ensembles. Le projet urbain reste une notion très floue. Une notion très floue parce qu'il y a une double origine à cette nouvelle pratique d'aménagement. Double origine, une première origine issue en fait du monde de l'architecture, des architectes, un certain nombre d'expériences architecturales et urbanistiques qui vont influencer les architectes dans leurs propositions, et d'autre part une origine liée à l'influence grandissante des fonctionnements ou des procédés issus de l'entreprise. Et donc on a cette double filiation derrière le terme de projet urbain, une filiation du projet urbain qui renvoie au projet d'architecture, au projet de bâtiment de très grande échelle, donc qui s'étend pour concerner un quartier dans son ensemble, voire une ville, mais également un projet urbain au sens de projet d'entreprise, avec l'influence grandissante des procédés, des méthodes de fonctionnement de l'entreprise en matière de ville. Donc, double origine, projet d'architecture, projet d'entreprise. Et donc, concrètement, les projets urbains, quels qu'ils soient, quel que soit leur degré, je dirais, leur alchimie entre architecture, influence de l'architecture ou influence de l'entreprise, se veulent une nouvelle culture en matière d'aménagement du territoire urbain, et donc une rupture qui est voulue, qui est revendiquée avec les pratiques et les idéologies précédentes en matière d'aménagement urbain. Cet urbanisme technocratique, fonctionnaliste, qui était dénoncé.
En l'occurrence, sur le plan architectural, le projet urbain découle directement de ce qui est aujourd'hui souvent présenté de manière un peu mythique. Il faut une origine souvent mythique pour un certain nombre de mouvements d'idées, avec l'expérience d'urbanisme de Bologne qui s'était effectuée dans les années 1970. Une expérience architecturale et urbanistique où un groupe d'architectes avait mené une étude très précise en termes d'analyse typomorphologique de la ville de Bologne, et dans le cadre de cette analyse, où également une très grande concertation avec les habitants avait été menée. Et donc de cette double expérience à Bologne, expérience en termes d'analyse typomorphologique, analyse en termes de concertation avec les habitants, la pratique d'un projet urbain qui ne soit pas donc un plan d'aménagement imposé, mais davantage un projet d'aménagement où les habitants sont concertés, ou en tout cas ils participent d'une manière ou d'une autre à cette expérience, a été effectivement l'un des éléments moteurs à la diffusion de ces nouvelles pratiques d'aménagement. L'autre origine, plus franco-française en l'occurrence, renvoie au débat, au conflit lié au traitement du quartier des Halles, et en l'occurrence à l'opération de rénovation urbaine qui a concerné donc ce quartier des Halles, ancienne halle de Baltard, transformée en forum des Halles. Et en l'occurrence, cette transformation a suscité un intense débat, en particulier dans le monde des professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme, et en particulier, même si en l'occurrence les tenants d'autres projets, notamment de projets de réhabilitation de ces halles de Baltard n'ont pas gagné, les travaux préparatoires à cet aménagement du quartier des Halles, de la même façon qu'à Bologne, il y a des travaux d'analyse fine du tissu urbain, de son fonctionnement sur la longue durée, des pratiques des habitants, en l'occurrence des travaux qui ont été menés entre autres par Christian de Villers et son équipe, ont été effectivement l'occasion en France, la première occasion en France, en quelque sorte, de questionner et de remettre en cause un urbanisme, des politiques d'aménagement sous la forme d'opérations de rénovation urbaine. Et en l'occurrence, effectivement, Christian de Villers et les travaux sur le quartier des Halles ont été à l'origine d'une volonté de chercher à transformer les outils de l'urbanisme opérationnel, et notamment de s'emparer de l'outil de la zone d'aménagement concerté pour mener à bien des projets urbains, même si on est dans cette seconde moitié des années 70, l'urbanisme réglementaire n'était pas du tout encore à ce stade de réflexion, il était toujours sous la forme de schéma directeur et de poste où la dimension de projet n'apparaissait pas. Et du reste, ce n'est pas le seul cas d'espèce, mais il faut noter que le droit, ce qui est assez logique, réagit toujours avec un certain décalage à un certain nombre d'évolutions dans les pratiques ou dans les idées. C'est le cas en matière d'aménagement et d'urbanisme. La démarche de projet commence à s'initier à la fin des années 70. L'urbanisme réglementaire en France attend la loi SRE concrètement pour prendre acte, en instaurant les projets d'aménagement et de développement durable, de cet urbanisme de projet qui est arrivé. Cet urbanisme de projet, et donc le projet urbain, comme je vous l'ai indiqué, en fait, est un terme qui est utilisé à toutes les échelles urbaines, de la très très grande échelle, mais il en est issu, le projet d'architecture à l'échelle d'un bâtiment, mais également le terme est utilisé aux échelles intermédiaires que sont celles du quartier, de la ville, sous-entendu de la commune, souvent de la commune-centre, de l'agglomération, voire de la ville dans son ensemble. Si ce n'est, comme vous le voyez en particulier pour l'échelle la plus petite, ici l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de l'agglomération, le terme de projet urbain est souvent remplacé par le terme de planification stratégique. Ce qui veut dire aussi que dans ces deux origines que j'ai mentionnées entre projet d'architecture et projet d'entreprise, d'où vient le projet urbain, quand on est à l'échelle de l'agglomération, quand on parle de planification stratégique, c'est le projet d'entreprise qui l'emporte sur le projet d'architecture. En revanche, quand on est à l'échelle du quartier, le rapport entre ces deux types de projets, ces deux filiations est beaucoup plus équilibré et la dimension architecturale est beaucoup plus forte. En matière de projets urbains, et notamment de projets urbains à l'échelle de villes dans leur ensemble, les modalités de réflexion avant les actions qui sont engagées
correspondent parfaitement aux modalités du fonctionnement d'une grande entreprise. Ce qui est ici représenté sous la forme de ce schéma sur les composants de la démarche projet de ville, je dirais, on pourrait très bien changer l'appellation de ville par autre chose. Le projet de ville se décline ici entre un projet de ville, un dessin EUN, une ambition, une stratégie, ambition socio-économique partagée, ce qui signifie que cette ambition, ce dessin, n'est pas simplement celui d'un seul acteur, qui est nécessairement issu d'un partenariat entre des acteurs locaux qui sont des acteurs publics, mais qui sont également des acteurs privés, grandes entreprises présentes dans le territoire de l'agglomération, ou un certain nombre de représentants, des organismes consulaires par exemple, ou des syndicats qui sont conviés à participer à cette ambition socio-économique. Quelque part, le projet, quel qu'il soit, à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle d'un quartier, c'est à la fois le processus qui intéresse les acteurs, le processus de négociation, de concertation, dans le cadre de la définition d'un projet urbain, mais également le résultat. Je n'irai pas jusqu'à dire que le processus est plus important, le processus de mise en rapport des acteurs est plus important que le résultat, mais il l'est parfois tout autant. Donc, projet de ville, un dessin, une ambition socio-économique, dessin EIN, et bien évidemment un projet de ville, un dessin EIN. On retrouve ici la dimension architecturale, l'affiliation en direction du projet d'architecture. Comme vous voyez, à l'amont de ce projet de ville, un objectif stratégique, une prospective, conformément à un mode de fonctionnement qui s'applique désormais à la ville et à un certain nombre de ses politiques d'aménagement urbain, comme cela s'applique à d'autres types d'objets, et notamment de l'entreprise. Concrètement, pour un petit peu éclairer ce propos en matière de planification stratégique, cette ambition socio-économique, elle se résume souvent dans une phrase qui se veut la plus synthétique, mais également la plus précise possible. Comme on peut le constater sur ce document, on retrouve bien évidemment à un même moment un certain nombre de points communs, quelques exemples de ces ambitions socio-économiques partagées dans des projets de ville, dans des plans stratégiques de villes diverses et variées en Europe. Charleroi, capitale sociale de la Wallonie, Cadix, une capitale culturelle et politique du sud de l'Europe, Barcelone, un des centres leaders de sa macro-région. Vous sentez bien derrière ces formulations poindre la logique de compétitivité et d'attractivité liée à la mise en concurrence des villes. Ce à qui s'adressent ces plans stratégiques des villes, c'est bien évidemment à des investisseurs potentiels qu'il faut chercher à attirer dans le cadre de logique de concurrence. Ce qui renvoie à la deuxième série d'enjeux et d'objectifs que je vous ai mentionnés en introduction. Si l'on décline un petit peu pour illustrer davantage ce que peut être un plan stratégique, on peut prendre l'exemple du plan stratégique de Turin en 2010, avec trois ici grandes ambitions qui sont portées par ce plan stratégique. Turin, une métropole européenne, Turin, une ville d'action et de savoir-faire, et enfin, Turin, un lieu de décision, notamment un lieu de décision, surtout en matière de haute technologie pour aller vite. Donc vous voyez qu'on est toujours dans une logique, dans une volonté d'affirmer face à d'autres villes la dimension métropolitaine, en donnant quelques colorations à cette dimension métropolitaine, en l'occurrence une coloration liée en particulier à cet accent qui est mis sur les nouvelles technologies. Alors, dans un plan stratégique, comme dans celui-ci qui concerne Turin, cette ambition, ces trois grandes ambitions qui sont formulées dans le plan stratégique de Turin 2010, se déclinent ensuite d'une manière plus précise en 6 actions stratégiques qui se déclinent une nouvelle fois en 20 objectifs et en 84 actions. Ce qui veut dire qu'un plan stratégique, ce n'est pas simplement, je dirais, un slogan en quelque sorte, même si c'est aussi un slogan, mais parvenir à ce slogan d'une manière concertée, c'est intéressant aussi pour les acteurs locaux, mais c'est aussi derrière ce slogan un certain nombre d'actions qui sont programmées avec un échéancier
afin effectivement que ce plan puisse être au final évalué, puisque la procédure d'élaboration du plan stratégique se termine nécessairement par une évaluation avant la proposition d'un nouveau plan stratégique. Caractéristique d'un projet urbain, si on passe à l'échelle du projet urbain d'un quartier, c'est les projets urbains les plus nombreux, bien évidemment, tels qu'ils existent aujourd'hui, un projet urbain, on peut l'analyser comme le lieu d'une intervention publique concentrée dans l'espace et dans le temps. En l'occurrence, concentrée dans l'aménagement, une intervention publique dans l'espace et dans le temps, ce qui signifie aménager un morceau de ville, aménager un quartier. On a, y compris à l'échelle d'un projet urbain d'un quartier, ce jeu entre la stratégie et le dessin projet d'architecture et le dessin stratégie projet d'entreprise. Mais à l'échelle d'un projet urbain d'un quartier, ces deux origines du projet urbain sont à égalité, contrairement au plan stratégique ou au projet urbain à l'échelle de l'agglomération. Un projet urbain à l'échelle d'un quartier, et donc comme un plan stratégique à l'échelle d'une agglomération, c'est à la fois un outil d'aménagement, avec une dimension qui va avoir une dimension opérationnelle, mais c'est aussi un outil de marketing territorial. Outil de marketing territorial à la fois à visée externe, vis-à-vis d'investisseurs ou d'agents économiques extérieurs à la ville ou au quartier, mais c'est également un outil de marketing territorial à usage interne vis-à-vis des habitants, à la fois habitants du quartier concerné, voire des citoyens, des habitants de la commune ou de l'agglomération. En l'occurrence, essentiellement pour chercher à amplifier ou à renforcer la fierté d'appartenir effectivement à une ville qui porte tel ou tel projet d'aménagement. Ce que l'on constate aussi, et Dieu merci parce que ça simplifie les choses, c'est que les projets urbains, je dirais, sont soumis à un certain nombre d'effets de mode. Il n'y a pas un si grand nombre que ça de types de projets urbains différents qu'on peut aujourd'hui identifier. Et ces effets de mode renvoient directement à ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'osmanisation, dans un contexte évidemment très différent, à cette logique de diffusion de bonnes pratiques, de ce qui est considéré comme des bonnes pratiques en matière d'aménagement et d'urbanisme. Une ville lance un projet urbain centré sur telle thématique, le projet urbain est considéré comme réussi, et donc d'autres villes vont se lancer, moyennant parfois peu d'adaptation, dans un projet urbain du même type. C'est tellement vrai que ces projets urbains sont souvent présentés comme exceptionnels, mais qu'en définitive, ils sont beaucoup plus, sous une forme beaucoup plus banalisée, puisque justement se diffusent un certain nombre de ces bonnes pratiques. Et je dirais les organes de diffusion de ces bonnes pratiques correspondent essentiellement aux organes de presse en particulier, ou aux organes professionnels du monde de l'urbanisme et de l'architecture. Les objectifs d'aménagement sont en nombre relativement limité à tous les projets urbains qui sont menés. Première grande série d'objectifs d'aménagement, la régénération économique et urbaine. Deuxième série d'aménagement, le développement économique et culturel. Troisième objectif d'aménagement, réduction des disparités sociales et territoriales. Vous voyez que derrière ces objectifs, on a toujours cette tension et cette articulation, selon les cas, entre les logiques de rééquilibrage de l'organisation du territoire d'une agglomération et d'autre part les logiques de compétitivité entre villes qui, elles, peuvent au contraire contribuer à fragmenter ou à ségréger davantage un espace urbain. Objectif d'aménagement également qui renvoie en particulier à la question et la problématique du développement durable, de réduction de l'empreinte écologique. Enfin, ça peut être, et ça l'est pour certains projets urbains, d'être simplement en quelque sorte, ou de représenter une bataille de l'image d'une ville par rapport à une autre, et donc avec clairement beaucoup plus que des nouvelles propositions en matière d'aménagement, une finalité de marketing urbain. Alors ces objectifs, ces grands objectifs d'aménagement des projets urbains, se déclinent en grandes tendances. C'est l'effet de mode, il n'y a pas de mode été-hiver, mais on peut quand même chercher à les identifier. Première tendance, les opérations de renouvellement urbain.
renouvellement urbain et pas rénovation urbaine. Le renouvellement urbain ne signifie pas nécessairement que l'ensemble de l'espace déjà bâti d'un quartier, qui va supporter un projet urbain, va être détruit. Derrière le terme de renouvellement se cache à la fois de la rénovation urbaine, donc destruction, reconstruction d'un nouveau bâtiment, mais également de la restauration et de la réhabilitation urbaine. Le seul point commun aux opérations de renouvellement urbain correspond au fait qu'elles portent sur des territoires déjà urbanisés. Et dans ce sens-là, on a ce renouvellement qui est proposé. Espace déjà urbanisé, espace en friche, friche industrielle, friche militaire, espace peu utilisé, du point de vue des densités résidentielles par exemple. Deuxième grande tendance, et ces deux grandes tendances sont vraiment aussi fortes l'une que l'autre, la création ou la valorisation de nouvelles centralités économiques et culturelles. Les projets urbains vont se servir souvent d'un nœud de transport comme d'un moyen, parfois ça ne fonctionne pas, une infrastructure de transport, un réseau de transport n'engendre pas nécessairement le développement d'un territoire, mais la plupart du temps, en tout cas les municipalités françaises, mais également les municipalités et les grandes villes européennes cherchent à créer ou à valoriser des nouvelles centralités économiques, c'est-à-dire à construire à proximité d'un lieu d'accès à la fois à l'échelle de la ville dans son ensemble, mais également un lieu d'accès à la ville de l'extérieur, de nouveaux centres d'affaires, de nouveaux centres de loisirs, afin de chercher, là encore, à attirer des investisseurs, logique de compétitivité et de mise en concurrence des territoires, mais éventuellement, ça ne signifie pas pour autant que la localisation précise de ces nouvelles centralités ne permettra pas de rééquilibrer l'organisation des centralités et les dynamiques spatiales de l'agglomération. Il est possible de faire l'un et l'autre, mise en concurrence, donc nouvelles centralités et localisation des nouvelles centralités qui permettent de rééquilibrer l'organisation d'un territoire urbain. Autre tendance au projet urbain contemporain, la reconquête des berges fluviales, l'aménagement des espaces publics, deux tendances qui renvoient directement à la rupture proposée par la dynamique de projet urbain face au fonctionnalisme de l'urbanisme de la période précédente. Mais également, dans ces projets urbains, une forme particulière de la politique de la ville, en l'occurrence, tout ce qui renvoie aux opérations de résidentialisation des grands ensembles, de chercher à, en quelque sorte, instaurer, non pas réinstaurer, ça n'avait pas été instauré au moment de la construction des grands ensembles, instaurer dans les grands ensembles une organisation sur le plan foncier, sur le plan parcellaire, éventuellement un petit peu sur le plan du paysage, une organisation de ces quartiers conforme en quelque sorte ou proche de celle des quartiers, des espaces centraux, en tout cas de quartiers anciennement urbanisés. Autre grande tendance, l'aménagement de nouveaux espaces de loisirs, en particulier à partir d'un certain nombre de grands projets d'équipement, notamment d'équipements sportifs, parfois d'équipements culturels. Enfin, et je dirais le plan stratégique de Turin à l'échelle de l'agglomération était vraisemblablement porteur de projets urbains, de quartiers qui rendaient compte de cette dernière tendance, de favoriser le développement de certaines activités économiques, pas de toutes les activités économiques, mais celles qui sont jugées par les acteurs locaux, par les municipalités, comme les plus susceptibles de pouvoir engendrer, accélérer un développement économique. Et ce sont, la plupart du temps, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans un passé proche, les biotechnologies ou les LTIC qui sont les activités considérées comme les plus intéressantes. Je passe sur les photographies de ces différentes opérations et j'en viens à la politique de la ville. Donc, politique de la ville qui démarre, et je vais faire une analyse, une synthèse de la politique de la ville dans son ensemble. Tout à l'heure, à propos des grands ensembles, vous avez indiqué la date de l'arrêt, un arrêt symbolique, les opérations déjà engagées évidemment se poursuivent, qui était donc la date de 1973, notamment de la circulaire Richard, du nom de son rédacteur, circulaire de Paris-Tours, qui effectivement interdit désormais la construction de grands ensembles pour lutter contre la ségrégation sociale par l'habitat. La politique de la ville, elle,
Elle va démarrer symboliquement, c'est toujours difficile de donner une date précise, mais symboliquement en 1977, avec une première opération qui est menée en matière de politique de la ville, qui est l'opération Habitat et Vie sociale. L'opération Habitat et Vie sociale illustre ce que va être la politique de la ville presque jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique de la ville n'est qu'une politique publique qui concerne la ville parmi d'autres. On a cette ambiguïté avec le fait que c'est politique de la ville, mais ça ne concerne pas toute la ville, ça concerne certains quartiers dans la ville, et ça concerne aussi différentes dimensions de la ville. Donc, grosso modo, depuis une trentaine d'années, donc depuis 1977, un certain nombre de mesures spécifiques, un nombre certain de mesures spécifiques ont été adoptées pour chercher à améliorer le cadre de vie et la situation économique et sociale des quartiers considérés comme en difficulté. Et donc, ce terme de politique de la ville englobe toute une série, toute une succession d'actions, de programmes qui ont été élaborés par le gouvernement. La politique de la ville était à l'origine, elle est redevenue, mais elle a toujours été, elle est redevenue récemment, mais elle a toujours été une politique menée par le gouvernement. Menée par le gouvernement par l'intermédiaire de contrats, une négociation avec les collectivités territoriales dans les années 80-90, ça reste une politique gouvernementale. Donc ensemble d'actions et de programmes élaborés par le gouvernement au début des années 80 pour tenter de résoudre des problèmes de réhabilitation urbaine, d'insertion sociale, en tout cas les problèmes les plus graves, apparus dans les villes françaises et notamment dans les banlieues avec montée du chômage et pauvreté. Alors, pour faire synthétique à propos de cette politique de la ville, concrètement sur ces donc trentaine d'années, depuis 1977, on peut noter un certain nombre d'éléments pour les analyser, ces différents dispositifs. Tout d'abord, on a une succession, voire à certaines périodes, une superposition de procédures et de dispositifs. Donc malheureusement, on ne peut pas considérer qu'un dispositif spécifique succède à un autre, auquel va succéder un autre. Le calendrier, y compris le calendrier lié au changement de majorité politique, rend caduque cette idée, de même qu'un certain nombre d'expérimentations en matière de politique de la ville vont être menées au même moment. Et donc, on va avoir des dispositifs se superposer dans certains quartiers. Ce qu'il faut voir aussi, qui est un point commun à la politique de la ville, c'est que c'est un lieu d'expérimentation et d'innovation en matière d'action publique. Alors, ce qui peut aussi expliquer que ça ne marche pas toujours. Mais un certain nombre de ces expérimentations qui ont été menées dans la politique de la ville se sont ensuite retranscrites dans d'autres politiques publiques ou dans d'autres politiques urbaines. On est, en matière de politique de la ville également, dans le cadre d'une tension entre deux types d'approches pour chercher à traiter les dysfonctionnements dans les quartiers considérés comme les plus en difficulté, entre d'un côté des dispositifs et des interventions sectorielles, que la politique de la ville cherche justement à coordonner. Dès l'origine de la politique de la ville, c'est une politique interministérielle qui est menée, avant même qu'un ministre de la ville, à partir de 1990, ou un ministère en charge de la ville n'ait été créé. Et de l'autre, une approche plus globale de ces questions, approche plus globale, à la fois approche en matière d'aménagement, approche en matière sociale, en matière économique. Autre point, là qui résonne encore sur l'ensemble de la période donc de 1977 à aujourd'hui, on note des changements d'échelle dans la manière d'appréhender ces politiques menées en matière de politique de la ville. Et en l'occurrence, ce qu'on va observer à partir de 1977 jusque dans les années 1990, c'est un élargissement progressif des politiques et donc de la manière d'appréhender, trouver des solutions pour ces quartiers. On part de l'échelle du quartier, l'opération Habitat et Vie sociale en 1977 concerne simplement 50 quartiers. On s'intéresse exclusivement aux problématiques liées au logement, au confort du logement, aux populations. Donc vraiment, on est à l'échelle du quartier, voire même à l'échelle de l'immeuble et du logement. Et au fur et à mesure des années 80 jusqu'au milieu des années 90, on a un élargissement progressif des dispositifs, avec notamment la mise en place des conventions développement social des quartiers, entre 84 et 88, remplacées en 89, entre 89 et 93, par les conventions de développement social urbain. Vous voyez que derrière
là encore, un changement de terminologie, il y a un changement dans la nature, dans la manière d'appréhender les problèmes. Développement social des quartiers, échelle du quartier, développement social urbain, une volonté de chercher à réintégrer le quartier dans l'ensemble urbain, car c'est ce qui est considéré comme le seul moyen de pouvoir résoudre des problèmes. Donc, DSU 84-88, DSU, Convention DSU, développement social urbain entre 89 et 93, et ensuite vont arriver les contrats de ville. Et les contrats de ville, c'est véritablement l'incarnation de ce changement d'échelle à l'échelle de l'agglomération de cette problématique et de cette politique publique qui est la politique de la ville. Autre élément de synthèse par rapport à cette politique de la ville, c'est que cette politique de la ville, elle mêle de manière différente selon les périodes différentes actions thématiques en matière d'urbanisme, en matière de développement économique, en matière d'action sociale et éducative, en matière de lutte contre la délinquance, d'où le caractère interministériel nécessairement de la politique de la ville. Actions thématiques d'un côté et actions qui ne sont pas, selon les périodes, territorialisées. Aujourd'hui, si on prend la politique de la ville en version 2011, on a affaire à des actions qui sont extrêmement territorialisées, qui s'incarnent dans une géographie prioritaire de la politique de la ville, notamment dans un zonage en zone urbaine sensible, en zone de redynamisation urbaine, en zone franche urbaine, avec cette idée aussi de hiérarchiser les quartiers en difficulté. Au début des années 80, les quartiers considérés comme en difficulté étaient à égalité. Aujourd'hui, il y a dans la politique de la ville une hiérarchisation des difficultés. Les quartiers les plus en difficulté sont des quartiers qui sont à la fois zone franche urbaine et zone urbaine sensible, et les quartiers qui sont juste en difficulté, entre guillemets bien sûr, correspondent simplement aux zones urbaines sensibles. Donc on a un certain nombre de changements quand même importants entre le premier dispositif de la politique de la ville et la politique de la ville aujourd'hui. Autre changement significatif, et là sur l'ensemble de la période, et je m'arrêterai là-dessus pour la politique de la ville, c'est le fait qu'à la fin des années 70 au début des années 80, les actions en matière d'aménagement urbain tiennent la première place dans la politique de la ville. Et simplement, en seconde position, arrive l'action sociale et la lutte contre la délinquance. La question du développement économique de ces quartiers ne se posait pas. En revanche, au fur et à mesure des années 80 et des années 90, et en l'occurrence en 1996, on va avoir une rupture sur ce plan, commence à arriver d'abord d'une manière marginale la dimension du développement économique pour ces quartiers, et à partir de 1996, un pacte de relance pour les villes, le développement économique devient la priorité. Donc, si sur l'ensemble de la période, la politique de la ville est toujours plurithématique, la hiérarchie des thématiques a évolué. Et notamment, elle a évolué pour donner aujourd'hui la première place aux questions de développement économique. La première place, dans la fin des années 70 au début des années 80, était tenue par les logiques d'aménagement urbain. Vous pourrez voir les magnifiques, nombreux dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la politique de la ville depuis les années 80, et je voulais conclure, parce que ça correspond évidemment aussi à l'une des entrées dans le cadre des nouveaux programmes de géographie de la France, concernant en particulier les villes, sur la question du développement durable urbain. Quelques éléments de réflexion et d'analyse. Je vous l'ai dit au démarrage à propos de ma présentation des théories de l'urbanisme et des trois grands modèles. Peut-être, éventuellement, je voudrais faire le travail, que cette question du développement durable urbain serait un quatrième modèle, ou en tout cas un modèle actuel, qui informe aujourd'hui un certain nombre de politiques d'aménagement urbain. On l'avait vu tout à l'heure à propos des projets urbains. L'un des objectifs de certains projets urbains est un objectif de lutte, en tout cas de diminution de l'empreinte écologique. Il y a donc des projets urbains qui incarnent directement les principes de l'aménagement et du développement durable urbain. Le développement durable urbain, formellement, on va dire, il débute ou il émerge à l'occasion de la déclaration de Rio, et plus particulièrement de l'article 28 de la déclaration de Rio, qui met en place, définit un nouvel outil que sont les agendas 21, et plus particulièrement les agendas 21 qui, en ce qui concerne les villes, vont être les agendas 21 locaux. À cette déclaration de Rio,
On doit associer, là, en ce qui concerne les villes européennes, la charte d'Aalborg, où se sont réunies plusieurs centaines de municipalités européennes qui, je dirais dans une perspective identique, ont signé cette charte d'Aalborg qui précise un petit peu plus avant les principes du développement durable urbain tels que les bonnes pratiques, en l'occurrence, on en est aussi là, sont en train de se développer. En France, sur un plan législatif et juridique, si l'on place dans le champ, là non plus simplement des idées ou des déclarations d'intention, mais dans le champ plus opérationnel, en matière urbaine, le développement durable urbain est passé par l'instauration, la mise en place d'un certain nombre de lois qui vont transformer un certain nombre de pratiques et de politiques d'aménagement. La première de ces lois, c'est la loi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996, qui va systématiser, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en place, l'élaboration d'un plan de développement, de déplacement urbain, l'élaboration d'un PDU. Plan de déplacement urbain qui doit assurer un équilibre durable, je cite à la LOR, entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé d'autre part. On est bien là, avec la LOR, en matière de transport urbain, dans une volonté de chercher à diffuser ou à renforcer le rôle des transports collectifs urbains en matière de déplacement urbain. La LOR ne crée pas les plans de déplacement urbain. Les plans de déplacement urbain avaient été créés par la loi d'orientation sur les transports intérieurs en 82, mais elle crée la LOTI de 82 des plans de déplacement urbain non contraignants et facultatifs. La LOR, elle systématise et elle les rend contraignants notamment vis-à-vis d'un certain nombre d'objectifs de diminution du trafic automobile. Donc, l'une des entrées dans le développement durable urbain des villes françaises passe par la promotion des réseaux de transport collectif en général, mais également des modes doux de transport, marche à pied et de roues. Promotion des modes doux de transport, marche à pied et de roues, qui ne sont pas du tout en contradiction avec certaines grandes tendances des projets urbains, notamment ceux qui sont centrés sur des problématiques d'aménagement d'espace public. On est là dans une logique qui va dans le même sens. Autre grande loi qui, en matière de développement durable urbain, informe aujourd'hui les politiques d'aménagement urbain, la loi SRU, que je vous ai déjà mentionné tout à l'heure, notamment par le fait qu'elle introduit la dimension de projet dans l'urbanisme réglementaire. Cette loi SRU décline certains principes du développement durable appliqués à la ville. Le principe de l'équilibre et de la diversité des fonctions urbaines. Le principe du respect de l'environnement et des ressources naturelles. Le principe de l'utilisation économe des espaces urbains, périurbains et ruraux. Le principe, enfin, de maîtrise des besoins en déplacement et de la circulation automobile. Maîtrise des besoins en déplacement et de la circulation automobile, qui correspond bien évidemment à l'objectif des PDU que la loi avait systématisé. En l'occurrence, ce que la loi SRU cherche à faire également, c'est de chercher à rendre complémentaires ou à intégrer les politiques de déplacement et les politiques urbaines. Et tout se rappelle de la maîtrise des besoins en déplacement et de la circulation automobile. Concrètement, je conclurai là-dessus, j'ai déjà un petit peu dépassé mon temps de parole, je m'en excuse. Le développement urbain durable français, si l'on sort du cadrage législatif et réglementaire que nous propose la LOR ou la SRU, passe par l'idée, je dirais le principe général, de faire la ville sur la ville. Faire la ville sur la ville, c'est faire du renouvellement urbain. C'est faire éventuellement de la densification. Avec les questions qu'on peut se poser, ou les réflexions qu'on peut se poser sur la question de la densité optimale, si tant est que ça existe, car les très fortes densités de population sont également productrices de très forte pollution. Donc la question n'est pas si simple non plus. Deuxième principe d'un développement durable urbain, l'adaptation des formes urbaines et architecturales, en particulier pour lutter contre l'étalement urbain. Autre principe, qui est affirmé par la SRU, mais pas tout à fait dans ces termes,
chercher à favoriser la mixité urbaine et sociale. Derrière la durabilité urbaine, il y a aussi un certain nombre d'engagements ou de principes qui renvoient au caractère équitable de ces propositions. Enfin, pour ne pas reprendre les grands principes évoqués par les cellules, on pourrait également évoquer la question de l'amélioration de la gouvernance urbaine. Et amélioration de la gouvernance urbaine parce que, quelque part, les agendas 21, on peut les considérer comme des projets de territoire en matière de développement urbain, mais dont, je dirais, la conception, dont l'élaboration correspond tout à fait à la démarche de projet urbain telle que je vous l'ai indiqué, et donc à la nécessaire, en tout cas à la concertation, à la participation entre des acteurs afin d'élaborer un projet de développement durable dans le cadre des agendas 21 ou un projet de territoire ou d'opération d'urbanisme dans le cadre des projets urbains qui soit partagé, ou le plus partagé, ou en tout cas plus partagé qu'auparavant. Voilà, je vais en terminer là, et je m'excuse si j'ai été un petit peu trop long et ou trop électrique sur certains points de ma présentation. Merci à vous.